Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Andrew Jackson, champion du fédéralisme américain. Il fait de la fonction de président une institution clé de la vie politique des États-Unis. Mais son mandat est aussi obscurci par la déportation d'une nation indienne. Vous voulez en connaître plus sur le président des États-Unis? Venez avec moi. Né en 1767, soit moins de 10 ans avant la déclaration d'indépendance en 1776, Andrew Jackson est le premier président des États-Unis à ne pas appartenir à la génération des pères fondateurs. S'il se fait connaître au cours du conflit opposant les 13 colonies à la puissance impériale britannique, il devient un chef militaire de tout premier plan dans les années qui suivent. Il s'illustre particulièrement durant la Deuxième Guerre d'indépendance menée en 1812-1815 par les États-Unis contre les troupes anglaises appuyées par des tribus amérindiennes. Dans ce contexte, il participe grandement à l'expansion vers le sud du tout jeune États-Unis. Ayant fait alliance avec les Indiens Cherokees, il parvient à vaincre la nation Creek et à s'emparer de vastes territoires dans les actuels États de Géorgie et d'Alabama. Puis à partir de 1816, sous le prétexte de récupérer des esclaves noirs réfugiés sur leur territoire, il combat les Indiens Séminoles et les Espagnols en Floride. En 1819, une fois la victoire acquise, celle-ci est intégrée aux États-Unis. Sa gloire militaire fait d'Andrew Jackson un héros national. S'il a déjà été élu au Congrès comme représentant du Tennessee, il peut désormais prétendre aux plus hautes fonctions. En 1824, il se présente une première fois à l'élection présidentielle contre John Quincy Adams. Le système de démocratie indirecte des États-Unis lui est défavorable. Bien qu'arrivé en tête du scrutin populaire, il n'obtient pas la majorité des grands électeurs. S'estimant spolié, Jackson se décide à fonder un nouveau parti, le Parti démocrate. Resté jusqu'à aujourd'hui l'une des deux grandes forces du paysage politique des États-Unis. Pour Jackson, ce parti doit être celui du petit peuple blanc, comme l'aristocratie de l'argent. Jackson parvient finalement à remporter l'élection de 1828. Son passage à la tête de l'État est suffisamment marquant pour que les historiens évoquent toujours la démocratie jacksonienne, comme une période durant laquelle se dessinent certains traits essentiels de la vie politique des États-Unis. Un premier aspect de cette démocratie jacksonienne est précisément l'essor de la démocratie. La définition du corps électoral est une prérogative des États fédérés, et à partir du début des années 1820, ils sont de plus en plus nombreux à adopter le suffrage universel pour les hommes blancs. Femmes et esclaves noirs restent bien sûr exclus des droits politiques. Une fois à la Maison-Blanche, Andrew Jackson encourage fortement cette démocratisation. L'implication des citoyens dans la vie politique du pays se renforce à mesure que le droit de vote se généralise. Et la société des États-Unis fait peu à peu l'apprentissage de la démocratie. La participation électorale s'accroît considérablement, tandis que les hommes politiques locaux et nationaux, à commencer par Jackson lui-même, se mettent à organiser des meetings, des défilés, voire des barbecues, pour mobiliser leurs partisans. Sans que Jackson soit l'unique responsable de cette montée en puissance de l'idéal démocratique, il l'a assurément conforté en qualité de fondateur du Parti démocrate, puis comme président des États-Unis. Andrew Jackson est aussi tenu pour l'initiateur d'une spécificité politique des États-Unis, le spoil system. En 1828, il fait campagne contre Adams et fustige la corruption de l'administration. Une fois élu, il entreprend donc de nettoyer les écuries d'Augias, en licenciant tous les hauts fonctionnaires qui avaient entouré le président sortant pour les remplacer par des hommes de son entourage. Cette pratique du spoil system, littéralement le système des dépouilles, a perduré jusqu'à nos jours. À chaque changement de majorité, le personnel de la haute fonction publique est intégralement remplacé par une nouvelle équipe dont la loyauté au président élu doit être incontestable. En vérité, Jackson n'est pas le premier président à avoir remanié en profondeur les élites administratives. À son arrivée au pouvoir, il n'en demeure pas moins qu'il a assurément contribué à conforter une tradition restée fondamentalement dans le système politique des États-Unis jusqu'à nos jours. Un autre trait de la démocratie jacksonienne est le renforcement de la présidence. Personnalité forte, Andrew Jackson affirme être le principal représentant du peuple et fait de l'élection présidentielle le temps fort de la vie démocratique. Le président des États-Unis devient ainsi un personnage bien plus puissant qu'il ne l'était jusqu'alors.
Tandis que le Congrès l'emportait dans l'équilibre institutionnel, Jackson contribue largement à faire du chef de l'exécutif un acteur central de la vie politique. Il n'a jamais cessé de l'être depuis lors. Jackson conforte également la cohésion de la nation en construction. S'il se dit partisan du droit des États face aux institutions fédérales, il n'en demeure pas moins viscéralement attaché à l'unité du pays. En 1832, la Caroline du Sud s'oppose à la politique douanière protectionnisme adoptée par Washington. Certains hommes politiques locaux, emmenés par le sénateur John Calhoun, considèrent que la souveraineté des États fédérés prime sur celle de l'État fédéral. Selon eux, un État fédéré peut donc refuser d'appliquer les lois de l'État fédéral si elles sont contraintes à son propre droit local. Cette défense de la nullification, c'est-à-dire de la possibilité d'annuler les décisions de Washington, fait craindre une dislocation de l'Union. Le nationalisme de Jackson ne peut tolérer le risque d'une sécession. Maniant la carotte et le bâton, il brandit la menace d'une guerre contre la Caroline du Sud, tout en acceptant une baisse progressive des tarifs douaniers. La Caroline du Sud renonce donc à la nullification et l'union perpétuelle des États-Unis sort renforcée de cette confrontation entre l'État fédéral et un État fédéré. Nationaliste, Jackson promeut l'expansion territoriale des États-Unis et considère en outre que les colons américains doivent d'ores et déjà s'emparer de toutes les terres cultivables à l'est du Mississippi, y compris au détriment des tribus amérindiennes. Alors même que les Cherokees avaient combattu à ses côtés lors de la Deuxième Guerre d'indépendance et que le gouvernement des États-Unis avait conclu avec eux un traité leur assurant la jouissance de terres dans le sud du pays, Jackson signe en 1830 l'Indian Removal Act. Cette loi organise la déportation des nations amérindiennes vers un territoire indien, créé pour l'occasion au milieu de grandes plaines. Ce nettoyage ethnique contraint les Cherokees à une marche exténuante de milliers de kilomètres vers l'Oklahoma. Un quart d'entre eux mourront le long de cette piste des larmes. Certains Amérindiens refusent encore aujourd'hui d'utiliser les billets de 20 dollars où figure le portrait du président Andrew Jackson. Longtemps considéré comme un héros national, le 7e président des États-Unis n'est plus l'objet d'une admiration unanime. Outre sa politique indienne, on lui reproche d'avoir été un fervent partisan de l'esclavage et d'avoir lui-même possédé des esclaves sur sa propriété du Tennessee. Sous la présidence de Barack Obama, on imagine donc de faire disparaître son visage des billets verts. L'idée semble enterrée, puisque Donald Trump se définit lui-même comme un grand fan de Jackson. Et jamais le président des États-Unis, Andrew Jackson, ne disparaîtra du billet de 20 dollars. Comme on l'a vu, Andrew Jackson est un général et homme politique américain, représentant et sénateur du Tennessee, juge à la Cour suprême du Tennessee de 1788 à 1804 et 7e président des États-Unis de 1829 à 1837. Il est également le premier président officiellement démocrate, parti qu'il a fondé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.